Alors, 3 patients qui présentent des plaques du nez très évocatrices de lupus discoïde sur le plan clinique, avec une différence par rapport à la couleur, bien sûr, et c'est confirmé sur le plan dermoscopique en visualisant chez le premier patient des signes très pathognomoniques du lupus discoïde en voyant les bouchons folliculaires avec un patron vasculaire fait de télangiectasie répartis en péri-bouchons folliculaires sous forme d'araignée et que ça témoigne de l'activité de la pathologie chez le premier patient. Pour les 2 autres patients, on a plutôt des zones blanches et des zones brunes sans structure en rapport avec un lupus discoïde cicatriciel. Donc, qu'en est-il des lèvres? Donc, on fait un zoom sur les lèvres. Pour le premier patient, on a une chélite squamocrouteuse. Pour le jeune enfant, on a une chélite dyschromique. Pour le troisième patient, on a une lèvre d'aspect normal, à part une couleur un peu pigmentée en rapport avec le phototype du patient. Alors, on prend le premier cas. Donc, sur le plan dermoscopique, si on analyse, on voit qu'il y a un fond rouge-blanc et on voit qu'il y a des vaisseaux linéaires en épingle à cheveux qui sont réguliers. Ça, c'est un mot-clé, la régularité de ces vaisseaux avec une disposition qui est diffuse. On voit aussi qu'il y a des squames jaunâtres et il y a une érosion. Alors, tous ces signes dermoscopiques sont en rapport avec une chélite, le pic qui est active. Comme l'illustre ce cas de la littérature aussi, où on voit le patron vasculaire, les squames jaunâtres et la répartition de ces vaisseaux de façon régulière en rapport avec un lupus discoïde au niveau de la lèvre. Alors, qu'en est-il du deuxième patient? On a plutôt des zones brunes et blanches sans structure sur un fond qui est plutôt rose pâle et c'est en rapport avec une chélite lupique cicatricielle. Alors, pour le troisième patient, à votre avis, il a une lèvre qui a un aspect qui est normal. Est-ce que c'est, sur le plan dermoscopique, est-ce que c'est normal? Ou si lui aussi, il a une chélite qui est lupique puisque la plaque qu'il a au niveau du nez, c'était en faveur d'un lupus discoïde. Alors, si on analyse, on voit qu'il y a ce fond rouge-blanc et on voit la dermoscopie, la révélation d'érosion punctiforme. Et ce qui est important, c'est les vaisseaux en épingle à cheveux et linéaires qui sont répartis de façon diffuse. Et c'était en rapport avec une chélite lupique qui était infraclinique. Alors, la dermoscopie de la chélite lupique discoïde, elle dépend de l'activité de la maladie. On a plutôt un patron vasculaire sur un fond rouge-blanc lorsque la pathologie elle est active, et plutôt un patron qui est pigmentaire et des zones blanchâtres sans structure dans la phase qui est séquelaire. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut donner une importance à poser le dermoscope quand l'aspect de la lèvre elle est normal pour révéler ces chélites lupiques qui sont infracliniques. Pourquoi? Parce que déjà, on va poser le diagnostic positif. Deuxièmement, on va orienter les traitements topiques. On va donner des dermocorticoïdes au niveau de la lèvre. On va insister auprès du malade qu'il met une photoprotection pour la lèvre et surtout un intérêt pronostic puisque vous savez très bien qu'une chélite lupique peut dégénérer vers un carcinome épidermoïde comme l'illustrent les cas rapportés dans la littérature. Et généralement, c'est un nodule ou bien ulcéré, induré plutôt, ou bien c'est des ulcérations qui vont persister malgré un traitement qui est adéquat. Alors, bien sûr, pourquoi ces malades ils vont développer un carcinome épidermoïde sur une chélite lupique? Parce qu'ils auront d'autres facteurs favorisants, notamment la mise en route d'un traitement immunosuppresseur à long terme pour la pathologie de fond, et deuxièmement, s'ils consultent tardivement, et donc c'est une pathologie inflammatoire chronique qui va engendrer, bien sûr, la transformation. Alors, il faut savoir qu'en matière de la dermoscopie du carcinome épidermoïde sur le pus n'a pas été rapporté dans la littérature, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspect dermoscopique du CE, elle va dépendre plutôt du degré de sa différenciation et de son sous-type histologique plutôt que la pathologie sous-jacente. Et généralement, ce qui est rapporté dans la littérature, c'est que le carcinome épidermoïde sur chélite lupique est un carcinome épidermoïde bien différencié, kératinisant, et donc on aura l'aspect d'un CE qui est bien différencié, kératinisant, comme vous voyez sur les photos qui illustrent la couleur blanche qui domine sur, bien sûr, un patron vasculaire fait de vaisseaux maintenant linéaires
en épingle à cheveux qui sont irréguliers, contrairement à la régularité de vaisseau en matière de kélite lupique. Vous voyez ici les squames, les squames jaunâtres et les structures blanchâtres, les ondes blanchâtres sans structure, les cercles blancs et les vaisseaux en épingle à cheveux linéaires irréguliers entourés d'un halo blanchâtre en rapport avec un carcinome épidermoïde bien différencié, mature et infiltrant. Alors, ce cas du service, il a ce nodule latéralisé cliniquement et même sur le plan dermoscopique, comme on vient de décrire, l'aspect de kératine compact, jaunâtre, entouré de patrons vasculaires entourés d'halo blanchâtre, très évocateur d'un carcinome épidermoïde. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut analyser le reste de la lèvre pour savoir ce carcinome épidermoïde, il est survenu sur quelle lésion. Alors, ce qu'on voit au niveau de la lèvre de patient, on voit surtout un fond rouge-blanc maintenant, et on voit des structures blanchâtres en îlot, et on voit des vaisseaux en épingle à cheveux qui sont distribués de façon radiaire. Alors, à votre avis, ce sont des structures et un aspect dermoscopique très évocateur d'une kélite actinique. C'était un carcinome épidermoïde sur une kélite actinique. Alors, ce qui est important aussi à analyser chez ce patient, c'est la lèvre périnodulaire. Pourquoi? Pour visualiser cette phase de transition d'une kélite en train de dégénérer vers le nodule qui est un véritable carcinome épidermoïde. Comme l'illustre aussi cette patiente du service, que vous voyez, c'est la prédominance de structures blanches en rapport avec une kélite en transition qu'il faut absolument traiter et surveiller de près avant qu'il passe à ce stade de carcinome épidermoïde maintenant in situ qu'il faut le biopsie. Alors, chez notre patient, on a fait une exérèse chirurgicale et puis on a complété par un traitement par la PDT pour sa kélite actinique avec une bonne amélioration sur le plan clinique et dermoscopique. Alors, 3 patients qui ont 3 plaques ulcérées infiltrées des lèvres. Alors, c'est le même aspect lésionnel sur le plan clinique. Qu'en est-il de la dermoscopie? Est-ce que vous avez une orientation par rapport aux zooms sur la plaque ulcérée? Alors, lorsqu'on analyse en globalité, on a presque un patron qui est similaire, c'est l'ulcération, entourée de patrons vasculaires et de structures blanchâtres de façon radiaire. Donc vraiment, on n'a pas une très orientation, c'est-à-dire l'aspect global est suspect d'un carcinome in situ qu'il faut le biopsier. Alors, on prend cas par cas. Alors, pour le premier patient, si on analyse de près, on a des vaisseaux glomérulaires et en épingle à cheveux qui sont irréguliers avec des squames jaunâtres et la biopsie a confirmé un carcinome in situ chez ce patient qui est fellah de profession et en plus de l'exposition solaire chronique, il a un terrain particulier, mais avant de voir le terrain du patient, en analysant le reste de la lèvre, on voit un fond qui est rose pâle avec des limites floues, probablement avec l'exposition solaire chronique. Alors, ce patient, il a un terrain génétique particulier, il a une épidermodysplasie viruciforme, et donc qui est illustrée sur le plan clinique, et même sur le plan dermoscopique, on a pu révéler de multiples carcinomes in situ, dont certaines ont été confirmées sur le plan histologique, et d'autres qu'on a considérées sur le plan dermoscopique parce qu'ils prennent le même patron dermoscopique. Alors, ce patient, on a proposé un traitement par la PDT, plutôt un laser fractionné suivi par l'Aldara. Alors, vous voyez les photos de contrôle après laser plus Aldara. Donc, on a une amélioration partielle, mais quand même, on a switché vers laser avec les Fudix. Voici les photos de contrôle après laser fractionné avec les Fudix. Sur le plan clinique, une nette amélioration. Et même sur le plan dermoscopique, on n'a plus les signes suspects de carcinome in situ au niveau de la lèvre. Et même au niveau des lésions, bien sûr, du corps, du reste du corps.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on a un terrain particulier ou bien des malades qui ont beaucoup de cancers, avec bien sûr des lésions précancéreuses, il faut toujours commencer l'exérèse chirurgical de ces cancers avant de proposer un traitement, par exemple par la PDT pour les lésions pré-néoplasiques. Alors cette patiente, comme particularité, il y a une confusion entre ce que vous voyez entre la kéylite actinique et les kératoses actiniques et même un carcinome in situ en péri-oral illustré sur le plan dermoscopique. On a traité par un laser avec PDT avec une bonne amélioration sur le plan clinique et même sur le plan dermoscopique, que ce soit pour sa lèvre ou bien pour les kératoses actiniques du visage. Alors, on revient aux 3 cas cliniques. Pour le deuxième patient qui a aussi la plaque ulcérée et donc au niveau du reste de la lèvre, à votre avis, est-ce que vous êtes orienté par rapport à l'étiologie sous-jacente? Oui, très bien. Donc, lorsqu'on voit ces structures blanchâtres qui ont une distribution particulière, notamment en vénation de feuilles, c'est très pathognomonique du lichen plan. Et ce patient, donc, il a effectivement un lichen plan qui est érosif. Et donc, c'est le diagnostic qui a été retenu aussi sur l'histologie. Alors, en matière du lichen plan, on peut avoir des stries de Wickham qui vont être répartis, que ce soit de façon réticulaire, ils peuvent prendre une forme circulaire, linéaire, en vénation de feuilles, ou bien même annulaire. Mais aussi, il faut analyser le fond. C'est important sur un fond érythémato plutôt violacé qu'un fond qui est blanc-rouge dans le lupus, ou bien un fond aussi blanc-rouge en matière de kéylite actinique. Alors, le troisième patient, c'est le premier patient qu'on a illustré au début, c'est un lupus, puisqu'on a un patron fait de vaisseaux linéaires et en épingle à cheveux qui sont répartis de façon diffuse avec une érosion, et c'était en rapport avec un lupus discoïde. Alors maintenant, je vous montre ce cas clinique d'un patient âgé, exposition solaire chronique, il a une kéylite sèche, à votre avis, elle sera de quelle origine? Oui, si on raisonne de façon globale et le contexte du patient, c'est une kéylite actinique jusqu'à preuve du contraire. Les kératoses actiniques ont été prouvées sur le plan dermoscopique au niveau du reste de la peau. Alors pour la lèvre, on voit vraiment des signes orientateurs de kéylite actinique, mais ici par endroit, on trouve quand même des stries de Wickham de façon donc qui sont linéaires avec des vaisseaux qui sont distribués de façon radiaire. Ça nous oriente vers un lichen. Est-ce que c'est un lichen sur une kéylite actinique? Donc on a effectué quand même une biopsie et la biopsie est en faveur d'un lichen plan au niveau de la lèvre sur une kéylite actinique. Donc l'intérêt de mettre le dermoscope, c'est aussi de penser à l'association des pathologies chez des malades qui ont un contexte évocateur, par exemple, d'une kéylite actinique. Ça a été aussi rapporté dans la littérature, mais cette fois-ci, c'est des cas de kéylite actinique qui peuvent mimer ou bien ressembler, que ce soit un lichen ou bien un lupus discoïde au niveau de la lèvre. Alors, un autre cas particulier qui nous a posé un problème de diagnostic, mais aussi thérapeutique, c'est un patient de 67 ans. Donc, il a bénéficié d'une curithérapie pour un carcinome épidermoïde de la lèvre. On n'a aucune idée sur la photo initiale. On a même discuté avec le médecin traitant. Il n'a pas pris de photo. On n'a pas vraiment une idée sur l'aspect initial. Et ils nous ont envoyé le patient par la suite pour discuter est-ce qu'il y a un résidu tumoral ou bien est-ce qu'il y a une récidive vu cet aspect de kéylite érosif leucoplasique. Alors, en voyant la dermoscopie, donc on voit effectivement qu'il y a des vaisseaux. Déjà, il y a à la surface un aspect papillomateux et des prolongements filiformes. On a aussi des vaisseaux en épingle à cheveux qui sont irréguliers. On a un aspect blanchâtre et jaunâtre en rapport avec la kératine, ça témoigne d'une tumeur qui est kératinisante. Et on a des cercles blancs entourant des vaisseaux en point, ça qui témoigne toujours une origine de tumeur kératinisante. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour ce patient? Bien sûr, il faut biopsier. Avant la biopsie, on a fait quand même un frottis à la recherche de corps de leishmanie pour écarter une leishmaniose vu ses prolongements filiformes et c'était négatif. Et on a fait une biopsie pour effectivement innocenter cet aspect, écarter la malignité. Alors, l'histologie était en faveur d'une hyperplasie pseudo-épithéliomateuse, donc c'était pas un carcinome épidermoïde, ça a été effectué
à 2 reprises. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour le patient comme traitement? Alors, il faut savoir que c'est un lit aussi de transformation et de dégénérescence. On a proposé un traitement chirurgical, mais avec un laser, une pièce à main chirurgicale. Donc, au niveau de la lèvre et même au niveau en endojugal, parce que ça s'étend même en endojugal, et puis un laser fractionné avec la PDT. Voici le premier contrôle après la première semaine. Quand même, on a noté une disparition de ces prolongements, mais quand même, il y a toujours l'aspect leucoplasique qui reste. Sur le plan dermoscopique, c'est ça, on a visualisé la disparition de l'aspect papillomateux et filiforme. Alors, on a fait une deuxième séance. Voici les photos en paire séance. C'est le contrôle après la deuxième séance sur le plan clinique. Et sur le plan dermoscopique, maintenant, on voit surtout des zones blanchâtres sans structure, en rapport avec un aspect cicatriciel que plutôt l'aspect de kératine. Donc, ce sont les dernières photos de contrôle clinique et dermoscopique, mais quand même, le patient a besoin de faire d'autres séances de laser avec PDT. Alors, 2 patients de même âge, 55 ans, qui ont une chélite sèche depuis quelques mois. Un zoom sur les lèvres. Votre avis? Dermoscopie. Alors, avant la dermoscopie, le reste de l'examen buccal, c'est important. Pour la première patiente, en plus de la chélite sèche et la petite plaque au centre, elle a des érosions en endojugal. Pemphigus vulgaire, oui ou non? Effectuer une biopsie avec IFD, vous confirmez, parce qu'elle a traîné avec des érosions pendant des mois avant qu'elle vienne. Donc, effectivement, on a fait une biopsie avec IFD. Pour la deuxième patiente, donc pas d'atteinte en endobuccal. Elle a, en plus, le reste de l'examen, elle a objectivé quelques squames grâce au niveau du scalp avec cette chélite. Alors, pour la première patiente, on a effectué une biopsie avec IFD qui a révélé un décollement muqueux total avec un plancher inflammatoire, une vacuolisation de la membrane basale et avec un chorion fait où il y a un infiltrat lymphocytaire PNN et plasmocyte. L'IFD, il était négatif. Donc, l'anatomopathologie, il suggère, est-ce que c'est un lichen érosif? Est-ce que c'est un lupus? En tout cas, la patiente n'avait pas d'atteinte systémique. Le bilan de systématisation, il était normal. Elle n'a pas d'autre atteinte, que ça soit en rapport avec son lichen au début, que ça soit en rapport avec un lupus. La dermoscopie maintenant, est-ce qu'elle va orienter? Qu'est-ce que vous dites sur le plan dermoscopique de la lèvre? Effectivement, c'est un lichen, un fond érythématoviolacé et les stries vicam qui sont distribués de façon radiaire. Donc, le fait d'effectuer la dermoscopie, certes, je suis d'accord qu'il fallait faire la biopsie avec l'IFD pour écarter un pemphigus vulgaire. Mais aussi, vous voyez l'impact et l'apport de la dermoscopie avec un geste qui n'est pas invasif pour orienter le diagnostic. Et parfois même, on peut avoir des associations. Effectivement, la patiente, par la suite, elle a fait apparaître d'autres localisations de lichen, inguéal, génital et même au niveau du cuir chevelu. Donc, on l'a mis sous diprostène intramusculaire avec une nette amélioration sur le plan clinique et dermoscopique. Alors, qu'en est-il de la deuxième patiente? Alors, en effectuant la dermoscopie, vraiment, on n'a pas un aspect dermoscopique très orientateur, mais le diagnostic le plus probable, ça me fait plutôt une chélite actinique, alors que ce n'est pas une patiente qui s'exposait de façon chronique au soleil. Parce que pourquoi j'ai dit chélite actinique? Parce que vous voyez, c'est le fond qui est blanc-rouge et les structures blanchâtres, ils sont distribuées de façon en îlot. On n'a pas vraiment ces distributions de vaisseaux de façon régulière en matière de lupus radiaire, en matière de lichen, ni de façon diffuse en matière de lupus. Alors, qu'est-ce que vous faites pour cette patiente? Surveiller, c'est ce qu'on a fait. On a donné un traitement, une crème réparatrice et un traitement symptomatique pour les squames grasses du cuir chevelu. Voici l'évolution. Donc, elle aggrave sa chélite, elle vient avec une chélite fissuraire et avec un état squamo-croûteux du scalp. Pensez à quoi? Psoriasis, le grattage méthodique était négatif. Squame, alors qui dit état squamo-croûteux? Le fait qu'il y a des croûtes, la base, il y a des érosions.
Alors, voici la dermoscopie avec cette phase évolutive. Est-ce qu'elle oriente? Pas vraiment. Alors, on a effectué une biopsie au niveau du scalp et une biopsie au niveau de la lèvre. C'était une dermatose bulleuse intraépidermique. Dans les deux cas, il y avait un décollement et l'IFD a objectivé un dépôt IgG et C3 en résie en intraépidermique. Alors, la patiente, par la suite, effectivement, elle a fait apparaître des vésiculobules réparties regroupées de façon herpétiforme, en rapport avec un pemphigus herpétiforme. Donc, on a mis la patiente sous dermocorticoïde, sous disulone. Voici les photos de contrôle après la mise en route de disulone et dermocorticoïde sur le plan clinique, sur le plan dermoscopique, même sur l'état squamocroteux et sur le plan cutané, il y a une nette amélioration. Alors, le pemphigus herpétiforme, l'atteinte de la muqueuse buccale, elle est possible. Elle peut prêter confusion avec la chélite actinique et le lichen érosif. Pas d'aspect dermoscopique décrit dans la littérature. Les cas qui ont été décrits, c'est surtout le pemphigus vulgaire, mais on n'a pas d'aspect dermoscopique, c'était une chélite fissuraire. Alors, la chélite peut être la manifestation initiale et unique du pemphigus. Les aspects dermoscopiques doivent être étudiés dans ces cas afin de poser un diagnostic précoce et le confirmer par la biopsie avec l'IFD. Et je termine par ce jeune patient de 22 ans, blépharite mixte et syndrome sec sévère, des chalazions à répétition depuis 2016 pouvant s'intégrer dans le cadre d'un syndrome de Gujeau-Sjogren qui a été quand même écarté. En 2019, il développe une perlèche unilatérale chronique et des aftes buccaux. Donc, on l'a vu, on a écarté un syndrome de Gujeau-Sjogren, on a fait un bilan carentiel, on a pensé au Mickey aussi. On n'avait pas une orientation sur le plan paraclinique, on a traité symptomatiquement. Donc, voici les photos de la perlèche et il a par contre une langue qui est plicaturée. Alors, en 2020, il développe une chélite sèche avec une érythroleucoplasie en endojugale. Donc, comme vous voyez sur les photos, de façon bilatérale, et il faisait des surinfections mycosiques. Alors, qu'est-ce que vous faites? Voici là, les photos déjà de la dermoscopie de la chélite, de la perlèche, où on a des squames blanchâtres, des squames et un patron vasculaire réparti de façon homogène. Donc ça, on le voit. Le patron, oui, c'est le psoriasis. Alors, lorsqu'on a fait la dermoscopie DLR, c'était pathognomonique du psoriasis. Ce qui nous a réconforté encore notre diagnostic, c'est que le patient, il a fait apparaître une seule lésion de pso qui a été confirmée sur le plan en grattage méthodique de Brock et sur la dermoscopie. Mais quand même, on a effectué une biopsie en endojugale parce que il fallait écarter quand même autres pathologies associées et c'était en rapport avec un psoriasis. Donc, l'évolution après traitement symptomatique et dermocorticoïde, une nette amélioration de sa chélite, de sa perlèche et de l'atteinte endobuccale avec le traitement topique. Sur le plan dermoscopique, une nette amélioration. Alors, ce qui est particulier chez ce patient, c'est que à chaque fois, il entre en rémission pendant des mois, et lorsqu'il fait une poussée, il la fait uniquement au niveau oral. Il ne fait pas de poussée cutanée, uniquement au niveau oral. C'est le dernier contrôle. Après des mois de rémission, il fait le même tableau de pso oral unique. Chélite angulaire, squame blanche, vaisseau en point homogène. Donc, la prévalence des chélites au cours du psoriasis, elle est variable. On peut avoir une chélite angulaire, une chélite exfoliative qui va accompagner les poussées de pso, ou bien des plaques érythématosquameuses typiques de la peau périorale qui vont transgresser le bord du vermillon et par conséquent affecter la muqueuse buccale. Mais il faut toujours exclure une autre pathologie, surtout si on n'a pas de lésion cutanée. Alors, voici la chélite exfoliative qui accompagne les poussées de pso chez un patient qu'on vient de le voir. Sa dermoscopie très pathognomonique de squame blanchâtre et de vaisseaux en point homogène. Le dernier malade qui est toujours hospitalisé, une chélite avec le patron vasculaire typique et les squames. Alors en conclusion, les chélites chroniques présentent quand même un challenge diagnostique et thérapeutique lorsqu'ils sont exclusifs. Une bonne analyse de structure dermoscopique va nous donner va impacter la prise en charge de nos malades et je vous remercie.